Bonjour à tous, laissez-moi juste partager mon écran. Bien évidemment, j'ai réussi à partager le mauvais. Je reprends ça et je partage. Voilà. Alors, je passe une partie de l'introduction puisque Christophe l'a tout à fait correctement effectué. Donc, comme nous l'indiquons, cette discussion porte donc sur ce qu'on appelle communément dans le langage courant les subventions industrielles en Chine. Mais avant tout, je voudrais quand même revenir un peu sur la vocable et en effet, les économistes essaient d'être plus précis que ça. Et en général, dans la discussion entre économistes, dans la discussion économique, nous préférons parler de soutien public à la production industrielle. Et je veux m'arrêter 2 minutes en introduction sur pourquoi on s'embête avec ce genre de verbiage. Parce que je pense que c'est important de bien comprendre de quoi nous parlons. Et cela d'ailleurs préfigure un peu les discussions qu'on pourra avoir par la suite sur exactement le périmètre et les enjeux liés à ce sujet. Euh, donc nous parlons des soutiens publics et donc nous englobons quelque chose qui est plus large que la subvention telle que définie juridiquement ou même conceptuellement en général par les économistes, ce qui permet aussi d'ailleurs d'éviter le débat juridique. Les subventions sont le plus souvent, dans quasiment tous les pays du monde, définies en droit. Ce droit d'ailleurs est souvent chapeauté et s'inscrit dans le cadre OMC. Euh, En l'espèce, nous ne parlons pas ici des subventions au titre juridique, mais plus au titre conceptuel, donc de soutien public, et donc nous ne parlons pas strictement de subventions, on y reviendra aussi. Direct, et donc par là, nous restreignons dans notre approche aux interventions qui vont directement soutenir la production industrielle et donc nous mettons de côté les soutiens ce qu'on appelle horizontaux donc indiscriminés entre les secteurs de type je sais pas politique même établissement d'un cadre juridique ou d'un renforcement du cadre de la propriété intellectuelle, qui peut-être peuvent être conduites pour éventuellement indirectement contribuer à la production industrielle, mais elles sont faites, ou en tout cas elles sont produites de manière horizontale et non discriminée. On écarte aussi les subventions indirectes qui peuvent les mesures politiques, en tout cas, qui peuvent être conduites afin d'augmenter la production industrielle domestique. On peut là-dedans englober les questions de recherche et développement, mais aussi même des questions encore plus larges de type capital humain et donc politique éducative. Et nous nous restreignons aussi à la dimension donc production. Et donc par exemple les subventions allant à la recherche et développement, ou plus spécifiquement à des objectifs particulièrement sociaux déliés des questions de production, ne sont pas couvertes ici et in fine donc, mais ça là est plus intuitif je pense pour tout le monde. Nous nous concentrons sur la dimension industrielle et cette concentration-là, donc cette focalisation sur les dimensions industrielles répond principalement à un souci pratique et vous allez le voir, le sujet est déjà très touffu dans le champ industriel et donc pour des questions de facilité et d'aisance analytique, nous nous sommes restreints à ce champ-là et nous ne touchons pas les sujets en eux-mêmes extrêmement complexes, des subventions en matière agricole et des subventions dans le tertiaire. Comme j'ai déjà pu le faire d'ailleurs plusieurs fois depuis le début de la présentation, si on est sourcilleux de vraiment garder cette définition-là comme étant la base de nos travaux, par convenance de langage, nous allons utiliser au cours de la présentation, comme nous l'avons fait d'ailleurs dans le petit rapport qu'on a publié cet été avec le CEPI, le terme subvention, c'est plus pratique à utiliser et à manipuler que cette longue tirade. Euh, Avant de basculer sur pourquoi on en parle, juste pour rappeler quand même que derrière cette vocable ou cette tirade se cache, ou en tout cas cela recouvre un ensemble d'activités des pouvoirs publics qui sont extrêmement larges. Nous ne reviendrons pas en détail là-dessus, nous resterons au champ général, mais je pense qu'il est important pour chacun d'avoir en tête que derrière ces vocables et derrière ces concepts se cache une batterie d'actions et de mesures extrêmement vaste. Et donc je vous ai mis là par exemple l'un des tableaux de référence qui est le tableau de l'OCDE, mais il y en a d'autres aussi produits par l'ONU par exemple pour couvrir l'ensemble de ces mesures. La deuxième question qui a déjà été un peu abordée par Christophe, c'est pourquoi on en parle. Donc pourquoi spécifiquement les subventions industrielles chinoises? Ben, déjà tout d'abord parce qu'elles sont depuis 2018 au cœur des tensions commerciales internationales. Bien évidemment, elles sont
l'une des deux grandes raisons mises en avant par l'administration Trump pour prendre des mesures tarifaires à l'encontre des biens chinois à partir de 2018, mesures qui ont été prolongées ou en tout cas non remises en cause par l'administration Biden. Si les mesures peuvent être sujettes d'ailleurs à discussion, la dimension de l'analyse et donc du problème posé par les subventions chinoises et la difficulté d'y répondre dans le cadre de l'OMC fait assez largement consensus au sein des pays de l'OCDE, comme d'ailleurs peuvent l'illustrer les déclarations de la trilatérale entre le Japon, les États-Unis et l'Union européenne, ou du groupe d'Ottawa vis-à-vis de la réforme de l'OMC. En plus de cette actualité importante ou de cette centralité du sujet dans l'actualité économique internationale, vous avez aussi un acteur chinois qui, au-delà de ses spécificités de son modèle, par sa simple taille, présente un défi, ou en tout cas présente un enjeu central de l'économie internationale, et en particulier dans le secteur industriel. Donc la Chine représente environ 20% des exportations mondiales, environ 35% de la valeur ajoutée industrielle mondiale, ce qui est extrêmement conséquent. Et à cela s'ajoute une ambition techno-industrielle extrêmement affirmée et même martelée depuis maintenant 2-3 ans, qui donne lieu, ou en tout cas justifie de s'intéresser particulièrement à la Chine. Avant et dernière petite incise avant de vraiment plonger dans le sujet, de quoi nous ne parlons pas. Ici, vraiment, je tiens à le souligner, nous nous concentrons sur ce que nous connaissons des subventions chinoises. Nous ne cherchons ce que nous pouvons en connaître. Nous n'essayons pas d'aborder leur éventuelle légitimité d'un point de vue économique, social ou même géostratégique, leur éventuelle efficacité ou efficience, et nous n'abordons pas la question des subventions dans les autres pays, ce qui ne veut pas dire que la Chine a le monopole des subventions dans le monde ou qu'il n'existe pas de problème de subventions dans les autres pays. L'actualité des 18 derniers mois, je pense, fournit pléthore d'exemples en la matière, mais comme je l'ai précédemment indiqué, nous avons plusieurs bonnes raisons, et on pourra d'ailleurs en rajouter à la fin de cette présentation, de se focaliser sur la question chinoise. Plongeons maintenant plus spécifiquement dans la question, et dans une première partie, nous allons essayer de voir ce que nous pouvons connaître, on va dire, en accès direct des subventions chinoises. Et donc, je vous ai rapidement déployé, on va dire, un peu le cycle de vie, d'une certaine manière, d'une subvention qui part donc d'une ambition politique et qui atterrit et qui finit par percuter les marchés par le truchement des entreprises qu'elles abondent ou en ressources, ou en tout cas qu'elles renforcent. À des fins politiques d'ailleurs diverses. Idéalement, en tant qu'analyste, en tant que personne qui essaie d'étudier ces phénomènes, ce qui serait un peu le first best, donc la meilleure solution pour nous, et qui est d'ailleurs l'approche qui sous-tend très largement notre cadre réglementaire national, européen et international tel que défini par l'OMC, ce que nous aimerions avoir, ce serait une liste exhaustive de toutes ces subventions et de tous ces soutiens publics à la production. Chose qui d'ailleurs, en Europe et aux États-Unis, bien que imparfait, notamment dans la non-couverture ou la couverture incomplète des gouvernements locaux, en particulier aux États-Unis, ce registre-là de ces subventions officielles, cette liste de subventions existe dans l'Union européenne et aux États-Unis. Elle n'existe pas en Chine, hélas. Il n'existe pas de registre officiel fourni par les autorités chinoises. Si les autorités chinoises n'en fournissent pas directement de manière, on va dire, spontanée en interne, elles sont quand même sujettes aux obligations de l'OMC, obligation qui contient d'ailleurs un engagement de notification de ces subventions auprès de l'instance qui elle-même ensuite rend public ces mesures telles que notifiées. Le problème que nous avons autour de ces sujets, comme la plupart des problèmes autour des sujets de transparence à l'OMC, c'est qu'ils ne sont pas ce qu'on appelle enforçables en très mauvais français, mais qui veut dire qu'une éventuelle contrevenir à ces engagements-là ne peut pas déboucher directement sur des éventuelles sanctions et des mesures de rétorsion par les tiers, incitant donc par là même fortement les acteurs à effectuer pleinement ces notifications. Et dans le cas de la Chine, même si cela s'est quand même assez nettement amélioré, il faut le souligner, depuis 2018-2019, vous aviez une sous-notification grossière de ce que pouvaient être les subventions en Chine. Par exemple, quelques illustrations pour sous-tendre mon propos, jusqu'à, par exemple, dans la notification de 2014, vous aviez seulement 61 mesures au niveau national déclarées par les autorités de Pékin, contre plus de 200
contre-notifiées par les autorités américaines, donc les autorités américaines qui disent elles-mêmes à l'instance qu'est l'OMC, voici les mesures de subvention qu'on a trouvées en Chine. On ne voit apparaître, deuxième illustration, on ne voit apparaître les gouvernements locaux qui sont reconnus de manière assez consensuelle par tous les acteurs et tous les analystes comme les principaux pourvoyeurs de subventions industrielles en Chine, de politique économique d'ailleurs en général en Chine. On ne les voit apparaître qu'à partir de 2018 dans ces listes de notifications et de manière extrêmement succincte. Et enfin, dernier point, quand bien même la liste serait exhaustive, ce qu'elle n'est absolument pas, les informations contenues dans ces notifications sont somme toute assez difficilement mobilisables de manière, on va dire, quantitative, parce qu'elles sont non standardisées, donc elles ne répondent pas à des critères particuliers, et donc ce que vous allez déclarer dans une notification comme étant une mesure, et le détail que vous allez fournir sur cette mesure ne va pas forcément être comparable à d'autres mesures et à d'autres déclarations que vous pouvez faire, ce qui rend la comparabilité dans l'espace et dans le temps extrêmement délicate et sujette à caution. Troisième éventuelle source de liste de ces subventions-là, ce seraient des sources par des tiers qui collecteraient ces éventuelles subventions. Et il existe notamment donc depuis 2021 un acteur qui est le Global Trade Alert, qui est basé à Genève, qui, en tout cas, prétend fournir une liste exhaustive des subventions industrielles, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe qu'en Chine. Et cela de manière exhaustive de 2008 à 2021, et donc avec une ventilation sectorielle, ce qui offre donc une magnifique base de travail potentielle pour tous les économistes qui adorent donc avoir ce genre de profondeur de données-là. Le problème, c'est quand on plonge plus en détail sur la méthodologie de la collecte de ces données, se posent de sérieuses interrogations, en particulier dans le cas chinois. La première d'entre elles, qui est la un peu plus transverse, c'est celui même de ce qui est collecté en lui-même. Et ce qui est collecté, c'est simplement un décompte du nombre de mesures identifiées comme étant des subventions sur un certain nombre de sites d'instances officielles. Et donc, grosso modo, pour prendre un exemple concret, le plus gros pourvoyeur de subventions tel que trouvé par le GTA en Europe, c'est la Banque européenne d'investissement qui a, entre guillemets, le malheur, en effet, de publier des détails assez exhaustifs sur la quasi-totalité ou sur un grand nombre de ces lignes de prêt qu'elle fournit aux entreprises. Et chacune de ces lignes est comptabilisée par le GTA comme étant une subvention, au même titre que pourrait l'être une politique industrielle massive dans un secteur, par exemple une réduction à zéro de l'impôt sur les sociétés dans les semi-conducteurs en Europe, serait elle-même comptabilisée comme aussi une mesure de subvention. Il n'y a donc pas de mesure d'intensité de la subvention dans le GTA, ce qui pose certaines limites, en tout cas à la base, mais là-dessus, c'est tout à fait transparent. Les autres problèmes qui se posent sont ensuite plus spécifiques et interrogent plus particulièrement la solidité des données fournies par le GTA sur la Chine. Et cela procède largement des institutions qui sont identifiées en Chine par le GTA pour opérer cette collecte des informations. D'une part, vous avez un nombre restreint d'institutions, et notamment d'un point de vue de la comparabilité internationale, les homologues, par exemple, de la Banque européenne d'investissement, que peuvent être, grosso modo, la China Exim Bank et la China Development Bank, ne sont même pas couvertes par la base de données. Et en plus de cela, il n'existe aucune instance au niveau provincial, enfin en tout cas en dessous du niveau national qui soit prise en compte, ce qui pose aussi de sérieuses interrogations, d'autant plus que par exemple au niveau européen et au niveau américain, les échelons fédéraux et nationaux sont pris en compte. Et enfin, dernier point, euh, cette base de données étant construite sur la base de ce qui est publié officiellement, vous avez une forme de biais en défaveur des instances et des acteurs les plus transparents, ce qui de facto tend à avantager entre guillemets la Chine si on estime que cela est un avantage, mais en tout cas qui tend à sous-estimer assez nettement le nombre de subventions en Chine. Et bien évidemment, ensuite, quand on porte le regard sur les résultats obtenus par
à partir de cette base de données, et notamment les résultats mis en avant dans le rapport qui a servi à lancer cette base de données de 2021, qui est que grosso modo, on trouve un nombre équivalent de subventions aux États-Unis, en Europe et en Chine, à hauteur de 6 000 dans chacune de ces zones, ce qui d'ailleurs quand même offre un éclairage sur enfin, euh, sur l'effectivité ou en tout cas l'exhaustivité des notifications à l'OMC par les autorités chinoises. Mais quand bien même, quand on regarde ces chiffres-là, on peut se poser, au vu de la méthodologie, on peut se poser de sérieuses questions. Et alors, on n'a pas accès, cette base de données n'est pas tout à fait publique, donc on n'a pas pu regarder nous-mêmes le détail des subventions. Mais quand on regarde certaines des subventions qui sont mises, par exemple, pour les autorités européennes, c'est souvent des choses qui sont proches de la protection des travailleurs ou des choses comme ça. Et donc, on peut s'interroger sur la validité de ces mesures-là comme étant stricto sensu des subventions telles que nous pouvons l'entendre dans la discussion d'ailleurs publique ou entre économistes. Le deuxième niveau qui pourrait nous permettre de fournir donc cette liste éventuellement exhaustive des subventions chinoises, c'est les déclarations des entreprises. Et là-dessus, il existe deux bases de données sur lesquelles beaucoup de travaux d'ailleurs d'économistes se fondent. La première, c'est la base de données issue des entreprises cotées en Chine. Les entreprises cotées en Chine sont depuis 2007 obligées au titre de leurs obligations de publication, de renseigner trimestriellement les niveaux de subvention qu'elles ont perçus au cours de la période, et donc avec une valeur financière clairement établie pour le volume des subventions ainsi obtenues. Cela fournit quand même des données assez satisfaisantes, avec donc une couverture temporelle et une couverture sectorielle et une comparabilité sectorielle et temporelle qui est donc assez bonne, puisque nous avons donc une valeur numérique financière permettant cette bonne comparabilité. Deux bémols assez importants à avoir en tête quand on manipule ces données-là. Le premier, c'est que le champ, le périmètre des entreprises qui sont cotées en Chine est assez restreint. À titre de comparaison, la capitalisation boursière des entreprises chinoises en Chine, c'est 65% du PIB contre 200% aux États-Unis. Mais même si on prend une variable un peu plus précise, qui est la part du revenu des entreprises publiques chinoises qui sont effectivement déclarées comme cotées en bourse, parce qu'on a la totalité du revenu des entreprises publiques chinoises qui est publiée par le ministère des Finances, et on peut faire la somme de ce chiffre d'affaires tel que obtenu à partir des entreprises publiques cotées en bourse. On observe que uniquement 50% de ce chiffre est couvert. Alors vous pourriez penser que cela reflète une cotation moins fréquente des entreprises publiques que des entreprises privées en Chine. Et bien, en fait, c'est plutôt le contraire en Chine. En Chine, du fait de l'historique, de la nature initiale des marchés financiers, notamment du marché boursier qui devait en fait servir la réforme des entreprises publiques dans les années 90, et ensuite toute une série de barrières à l'accès à ces marchés pour les entreprises privées au cours des 20-30 dernières années, qui ont eu d'ailleurs tendance à se diminuer très nettement sur les derniers semestres, enfin, sur les dernières années. Vous avez quand même encore aujourd'hui des entreprises publiques qui représentent environ 50 à 70% de la cotation boursière chinoise et qui sont donc surreprésentées dans cette cotation-là, ce qui permet de fournir à ce chiffre donc de couverture de 50% du total du chiffre d'affaires de ces SOIs une certaine valeur indicative sur les limites de ce qu'on couvre quand on regarde uniquement les entreprises publiques. Ensuite, et c'est là le point, je pense qu'il est important d'avoir en tête et qui n'est pas forcément intuitif, c'est que ces déclarations sont largement des autodéclarations à la fiabilité incertaine. Vous avez tout d'abord un historique en Chine d'une fiabilité, on va dire, sous-optimale des données financières telles que publiées par les entreprises chinoises, avec une litanie de scandales qui égrènent le développement des marchés financiers chinois sur les 20 dernières années. Et vous avez en particulier sur cette donnée-là, nous n'avons pas été capables d'identifier une quelconque sanction face à un éventuel manquement sur la déclaration de cette ampleur ou de ce montant des subventions reçues. À cela vient s'ajouter une structuration souvent très particulière des entreprises en Chine, notamment des grands groupes,
où en fait la partie cotée de l'entreprise est uniquement une branche de celle-ci et est chapeautée par une holding financière qui recouvre une totalité, une myriade en général d'autres entreprises, ce qui on peut l'imaginer, prête aisément le flanc, ou en tout cas ouvre aisément la possibilité de pouvoir éventuellement cacher, ou en tout cas ne pas avoir à déclarer ces éventuelles subventions par des jeux comptables au sein des entreprises. Sur la complexité de la structuration des entreprises chinoises, je renvoie aux travaux de Madame Riethmeyer je crois que c'est Harvard ou MIT. Enfin, et la base de données qu'on retrouve le plus souvent dans les articles, notamment de recherche économique, c'est la base de données officielle fournie par le Bureau national des statistiques chinois, qui est la Chinese, qui est fondée, qui est dérivée d'un survey qui a été conduit auprès de toutes les entreprises industrielles chinoises de plus de 500 000 euros, 500 000 RMB, donc renminbi, de chiffre d'affaires annuel de 2007 à 2013. Et comme son nom, enfin comme en tout cas la période couverte l'indique, le principal défaut, je pense, de cette base d'un point de vue actuel, c'est que celle-ci s'arrête en 2013. Et donc, bien évidemment, par rapport à toute la discussion, notamment en lien avec une éventuelle montée en puissance des distorsions industrielles et des ambitions industrielles sous Xi Jinping, la base est assez peu opérante. À cela s'ajoute un grand nombre d'anomalies statistiques quand on manipule la base, et notamment une difficulté en tout cas un certain nombre d'incohérences intemporelles, avec notamment par exemple l'année 2010 qui est extrêmement mauvaise, avec énormément d'anomalies statistiques grossières par rapport aux années précédentes. Et en plus, une difficulté, il semblerait, d'accès à cette base de données post-2011, puisque la totalité des articles de recherche sans chercheurs basés en Chine qui utilisent cette base s'arrêtent en général à 2010 le plus souvent, et donc ce qui pose des questions sur l'accessibilité hors de Chine de cette base de données à notre connaissance. Voici pour les données, on va dire, first best qu'on aurait pu vouloir collecter avec en général notre approche et souvent d'ailleurs notre grille d'analyse d'économie plutôt libérale. Le problème en Chine, déjà on a vu qu'il y a une difficulté à accéder à ces données et à pouvoir identifier une liste exhaustive de ces subventions, mais quand bien même cela existerait, la difficulté, c'est que le retour de ce qu'on a appelé le China Incorporated, on pourra revenir sur ce terme d'ailleurs, mais en tout cas le retour des ambitions industrielles et du brouillage de la dichotomie entre acteurs publics et acteurs commerciaux et acteurs privés en Chine brouille encore plus, en tout cas perturbe encore plus les éventuelles informations qu'on pourrait retirer ou qu'on pourrait tirer de ces listes de subventions. La Chine a toujours été un environnement particulier, assez spécifiquement opaque en matière de subventions, largement parce que ces subventions sont fournies par plus de 4000 comtés au niveau local, et donc l'agrégation de toutes ces 4000 acteurs et de leur comportement comporte des difficultés opérationnelles, on va dire, tout à fait bénignes, enfin, en tout cas non voulues par les autorités chinoises, qui elles-mêmes probablement ont du mal à suivre les comportements de tous ces comtés au niveau local. Et plus généralement, cela s'inscrivant dans une société, dans une économie où le cadre politico-économique dans lequel s'inscrit cette société n'opère pas une dichotomie très claire entre acteurs publics et acteurs commerciaux et privés, avec d'une part beaucoup d'investissements croisés de l'État dans ces sphères commerciales et privées, et en plus généralement une absence de séparation telle que le fournit l'État de droit entre les pouvoirs publics et la propriété privée. En plus de cela, ces tendances ont très nettement été renforcées sous Xi Jinping. Vous avez tout d'abord la réaffirmation de la primauté de la responsabilité du Parti communiste sur la totalité de la société, que d'ailleurs illustre bien l'entrée dans la constitution chinoise de cette vocable du parti qui dirige tout en 2017, et plus généralement la réaffirmation des pouvoirs publics en Chine de manière générale sous Xi Jinping, dont on trouve de multiples exemples, mais aussi au-delà, on va dire, de cette
signal politique très fort, un renforcement des outils d'intervention et de gouvernance du Parti communiste, mais des outils qui rentrent dans l'ensemble de la société. Le premier d'entre eux, peut-être auquel on pense moins chez nous, c'est celui de la lutte anticorruption. C'est-à-dire que d'une part, la simple mise en œuvre de cette lutte anticorruption incite fortement l'ensemble des acteurs à se conformer aux desiderata du parti pour essayer de ne pas tomber éventuellement sous le coup de ces éventuelles sanctions. Et en plus de cela, le parti officiellement a inscrit maintenant dans les objectifs de la lutte anticorruption la bonne mise en œuvre des politiques publiques du Parti communiste comme étant l'un des objectifs que vise cette lutte anticorruption. En parallèle de cela, vous avez eu aussi une réactivation de ce qu'on appelle les cellules du Parti communiste dans l'ensemble des instances de la société. Elles étaient jusque-là principalement cantonnées aux entreprises d'État, quand bien même juridiquement, elles avaient vocation à exister dans toute instance regroupant plus de 3 membres du parti en son sein. Et on a vu depuis 5 à 10 ans la multiplication de la réactivation de ces cellules, aussi bien chez les acteurs privés que dans les acteurs étrangers même, et enfin un renforcement de l'interventionnisme direct de l'État chinois dans l'économie, avec des prises de participation qui se sont multipliées, le développement de golden shares qui ont vu le jour en 2020-2021, et un instrument sur lequel je vais m'arrêter un tout petit peu plus, qui est le développement de ce que les autorités, enfin ce qu'on appelle, je pense que la vocable anglaise est peut-être plus parlante, donc je vais m'autoriser un anglicisme, mais ce qu'on appelle en anglais Government Guided Funds. Et cette idée de fonds de capital public fonds de capital sous orientation des pouvoirs publics. Et donc cela prend la forme concrètement de fonds de capital risque en général, voire même de fonds qui sont très largement abondés par les autorités publiques, principalement au niveau local, y compris par les entreprises d'État, et qui ont vocation à investir conformément aux politiques industrielles chinoises dans des entreprises normalement plutôt innovantes et plutôt de taille petite et moyenne, mais en tout cas qui s'inscrivent dans le sillon des objectifs industriels et des priorisations, des priorités industrielles de Pékin. Et pour vous donner donc un ordre de grandeur et principalement pour refléter à quel point cette approche brouille un peu plus encore les pistes, dans notre rapport, nous avons fourni ce graphique qui met sur la même échelle l'ampleur de ces nouveaux fonds avec les subventions telles que identifiées par les principales bases qu'on a pu évoquer précédemment. Donc, vous avez donc la base de la CIC, qui est donc ce survey des entreprises industrielles chinoises. Vous avez la base de la CSRC, qui est donc celle des entreprises cotées. Et vous avez ensuite les ambitions telles qu'annoncées et les fonds tels que investis de ces nouveaux fonds Government Guided Funds, donc ces nouveaux fonds de capital risque public. Et on voit bien, alors attention, un caveat quand même à bien avoir en tête, tout l'argent de ces fonds n'équivaut pas à une subvention. Donc on compare un tout petit peu des poires et des pommes, mais l'idée ici est plus de se rendre compte des ordres de grandeur qui sont effectivement en jeu, et donc principalement de mettre en exergue le fait que se focaliser uniquement sur les subventions stricto sensu et celles qu'on peut savoir identifier ne semble pas du tout suffisant pour prendre en compte l'ampleur des distorsions industrielles telles que déployées par Pékin. Ceci étant dit, il existe face à cette difficulté des méthodes, certes plus complexes et donc sujettes à plus de caution et à plus d'hypothèses, qui permettent quand même de trianguler et donc d'en connaître un peu plus sur ce phénomène particulièrement difficile donc à isoler. Et donc nous arrivons donc toujours sur cette cycle de vie des subventions sur un second best qui est l'identification à partir du prix des intrants des entreprises. Et donc l'idée sous-jacente, c'est de se dire qu'une subvention, ça équivaut à une distorsion et donc à un delta par rapport à un prix de marché théorique ou hypothétique s'il n'y avait pas eu d'intervention de l'État. Et donc, on va essayer de comparer en collectant le prix des intrants tel que déclaré par les entreprises dans leur compte annuel, dans leur bilan comptable. On va essayer donc de
constituer le prix qu'elle paye sur ces différents intrants et à partir de là, de calculer un prix théorique hors intervention de marché et le différentiel entre les deux représente donc l'ampleur des subventions. C'est une méthodologie qui a principalement été déployée et bâtie par l'OCDE, initialement dans les années 90-2000 sur les subventions agricoles et depuis 2017-2018 avec un volet ou avec un, un travail spécifique sur la dimension industrielle. Et à partir, donc ce qui est assez, l'avantage d'avoir l'OCDE qui travaille dessus, c'est qu'en plus d'avoir donc des chiffres, etc., vous avez aussi des méthodologies, on va dire, quasiment officielle, puisque l'OCDE est une organisation internationale, pas tout à fait multilatérale, plurilatérale, mais qui donc fournit une forme d'autorité à ces éventuelles méthodologies et qui permet une comparabilité dans le temps et dans l'espace assez intéressante. Et donc, ils ont récemment, au cours de ces donc, travaux récents, couvert au total 14 secteur industriel, assez largement d'ailleurs en phase avec les priorités techno-industrielles chinoises telles que référencées dans le plan China 2025. L'ambition d'ailleurs n'est pas forcément celle-là officiellement, hein, mais donc on voit qu'ils couvrent bien les priorités industrielles chinoises et ce qu'ils permettent d'identifier, c'est à la fois euh, la spécificité de l'ampleur, la spécificité chinoise dans l'ampleur des soutiens publics à la production industrielle et la spécificité chinoise aussi sur les canaux mobilisés à cette fin. Euh, on observe donc, par exemple, pour vous donner les ordres de grandeur, que en moyenne, dans les pays de l'OCDE, sur les totalités des secteurs couverts, les entreprises issues de ces pays-là recevaient en général quelque chose comme chaque année 0,5% de leurs revenus en subvention. Là où, quand on fait la somme de la totalité en moyenne de ce que reçoivent les acteurs chinois, on va plus être autour de 4 à 5%. Donc on a un rapport de 1 à 10, tout ça est à prendre avec un certain nombre de précautions, parce que comme je l'ai dit, cela découle de méthodologies avec un certain nombre d'hypothèses, en particulier pour ce qui est des subventions via les apports en fonds propres, qui sont eux-mêmes extrêmement délicats, et ça l'OCDE le reconnaît tout à fait, euh, à, à- à clairement identifier et sujet à vraiment un grand nombre d'incertains en lien avec les hypothèses qui sont faites pour établir cette différence entre un éventuel prix normal de marché et le prix constaté. Quoi qu'il en soit, on constate quand même qu'il y a vraiment une spécificité chinoise à la fois dans le volume et dans les canaux utilisés pour ce qui est des subventions industrielles, spécificité d'ailleurs que des travaux émanantes d'instances moins prestigieuses recoupent assez largement. C'est notamment un travail assez intéressant du think tank américain CSIS de 2019 avec des méthodologies proches mais en même temps distinctes qui permettent en fait de converger et de montrer que quand bien même on change les méthodologies, on peut retrouver des analyses extrêmement similaires et en tout cas tout à fait convergentes. Et donc de cela, on retire principalement à la fois un volume sans commune mesure en Chine pour les subventions, mais aussi une primauté du canal financier qui d'ailleurs vient particulièrement remettre en cause, comme nous l'avons pu le faire précédemment, une approche par la simple liste des subventions, puisque ce canal financier recouvre des prêts et des apports de capitaux à coût préférentiel qui ne seraient pas couverts par une approche, on va dire, exhaustive des subventions en elles-mêmes. Le, le, cela est, on va dire, assez peu surprenant et répond en plus, et on va dire, est aggravé encore par la tendance que j'évoquais précédemment chez Xi Jinping, en tout cas sous Xi Jinping, d'un renforcement de la priorité et de l'ambition d'interventionnisme en matière techno-industrielle, avec en plus de cela le développement d'une approche, d'ailleurs définie telle quelle par les autorités du parti, qui s'appelle Nouvelle approche de l'effort de toute la société, en anglais New Whole of Society Approach, qui a vocation à mobiliser la totalité des acteurs sociaux en vue les mobiliser pour des objectifs identifiés par le parti, et notamment les objectifs prioritaires qui sont en lien avec la sécurité nationale,
parmi lesquels, sous Xi Jinping, sont rentrés les objectifs techno-industriels de manière très formelle et très claire. Et dans une récente étude avec le MERIX, nous avons spécifiquement, qui est un think tank européen sur la Chine pour lequel je travaille aussi, nous avons spécifiquement fait un zoom sur les ambitions en matière de PME innovantes et nous avons pu identifier à la fois, nous avons un cadre un peu théorique plus large sur en quoi consiste concrètement cette mobilisation de l'ensemble des acteurs de la société, en conceptuel, mais aussi en pratique avec un ou deux cas spécifiques pour vous montrer plus concrètement en quoi ça consiste. Voilà, en pratique, c'est ces discussions parfois un peu conceptuelles et théoriques, donc je vous invite et je vous renvoie éventuellement vers cela pour trouver des illustrations plus concrètes. Ceci étant dit, donc je reviens sur cette ambition de triangulation, c'est que cette nouvelle approche, elle pose quand même une énorme difficulté euh, à l'identification des distorsions et des soutiens publics à la production industrielle, puisqu'elle a vocation à mobiliser l'ensemble des acteurs de la société. Mais quand je dis l'ensemble des acteurs, cela va très loin. C'est y compris, et c'est d'ailleurs marqué tel quel dans certains des textes réglementaires chinois, y compris le système judiciaire. Par exemple, pour les PME innovantes, il est inscrit dans les objectifs du parquet chinois de traiter de manière préférentielle les PME innovantes dans les secteurs stratégiques. Et donc cela, forcément, interroge sur comment est-ce qu'on peut, nous, analystes, nous, économistes, essayer de mesurer, d'identifier avec une forme de comparabilité dans l'espace et dans le temps, les soutiens qui sont ainsi fournis et les distorsions qui sont ainsi engendrées sur les marchés. Et pour cela, se développe depuis quelque temps ce que j'appelle une approche de troisième rang, donc une third best, qui en fait se cantonne à mettre face à face des ambitions politiques d'un côté et des éventuelles ruptures de tendance telles qu'observées sur les marchés de l'autre. Et de là, essayer d'en inférer une éventuelle, déjà une distorsion dans un premier temps et éventuellement même sur certains secteurs avec un certain nombre de caveats méthodologiques et beaucoup d'hypothèses, une éventuelle équivalent financier de ces ruptures de ces soutiens qui ont donc débouché dans ces ruptures de tendance telles qu'identifiées. Et donc nous avons là-dessus notamment des travaux par Madame Kaloupsidi spécifiquement au secteur de la construction navale, qui s'y prête d'ailleurs assez bien au calcul de ces équivalents financiers, de ces distorsions observées. Mais plus généralement, et parce qu'on le voit déjà se déployer dans d'autres champs, pas spécifiquement la politique industrielle, la nature du pouvoir politique en Chine, de par d'ailleurs sa nature chinoise probablement, mais aussi sa nature communiste-léniniste, euh, se prête assez bien à une telle approche, puisque c'est un pouvoir politique qui déploie de manière extrêmement intensive et extrêmement rigoureuse toute une propagande, enfin toute une communication extérieure et qui régule et qui publie énormément de régulations au niveau régional et au niveau national sur l'ensemble de ces mesures industrielles. Et donc, à partir de ces documents-là, peut être opérée une analyse de leurs intentions industrielles qui peuvent servir de base assez solide pour ensuite essayer d'observer, de constater si cela donne lieu à des éventuelles ruptures de tendance sur les dynamiques des marchés, que ce soit locaux ou mondiaux. D'ailleurs, c'est des travaux qu'on a pu aussi voir sur l'impact, par exemple, des spillovers des subventions industrielles chinoises aux États-Unis sur la création d'entreprises, sur l'innovation et sur même le marché du travail. Donc pas spécifiquement sur les subventions chinoises en elles-mêmes. Mais qu'on a pu voir dans d'autres champs et qui, je pense, face à toutes les difficultés que j'ai pu évoquer sur l'identification des subventions chinoises telles que nous aimerions l'avoir et telles que nous espérons en général l'avoir dans des économies plus libérales, offre, je pense, la meilleure base future pour poursuivre un travail qui ne pourra aboutir qu'à une forme de triangulation, quand bien même n'a jamais pu avoir l'espoir de parfaitement mesurer des subventions. Dans le cas chinois, cette ambition paraît très largement et définitivement sous Xi Jinping hors de portée, et donc nous en sommes réduits à cette forme d'approche par triangulation qui n'est pas notre first best en général aux économistes et aux personnes qui étudient ce genre de phénomène-là, mais qui, grâce à certaines des caractéristiques du système chinois, offre des alternatives relativement solides et relativement
quantifiables, ce qui derrière permet tout un tas de travaux, notamment économétriques, que les économistes apprécient particulièrement, mais qui permet aussi aux décideurs politiques de se faire une idée de l'évolution dans le temps et entre les secteurs des priorités industrielles chinoises. Je m'arrête là pour la présentation qui a été assez dense. J'ai pas mal d'éléments en annexe si vous voulez revenir sur différents points spécifiques, notamment ces fonds d'investissement, notamment ce qu'on a pu identifier pour les PME innovantes. Mais donc je laisse les dernières, je crois qu'il reste quelque chose comme 15 minutes, 10-15 minutes à la discussion. Euh, Merci beaucoup, François. Je Malheureusement, ma liaison personnelle euh, est très mauvaise et donc euh, je ne vais pas pouvoir beaucoup intervenir dans cette discussion. Mais en revanche, vous avez la parole et si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Euh, je vous laisse peut-être quelques instants pour les formuler. En attendant, j'ai posé la première question à François. Euh, tu nous as décrit les approches par triangulation à la fin de ton intervention. Est-ce que cela couvre simplement des travaux ponctuels ou est-ce que on a fait une synthèse qui permet d'avoir une idée de l'ampleur du phénomène? À ma connaissance, pour le moment, il n'existe pas de travaux à vocation exhaustif, qui a l'ambition, en tout cas, d'exhaustivité, que ce soit sectorielle ou dans le temps, sur on va dire sur cette approche d'étude ouais, étude du langage, quoi, grosso modo, des déclarations officielles ou des textes officiels tels que publiés par les autorités chinoises. Euh, et donc, ça a uniquement été le fait de chercheurs ponctuellement dans conformément à leurs objectifs de recherche, qui ont mobilisé cela comme étant l'input de leurs éventuelles analyses de l'évolution des intensités et des méthodes. Euh, il existe cependant, je pense notamment aux travaux de Yeling Tan, euh, certains chercheurs qui ont fait ça de manière extrêmement exhaustive. Donc, ils ont couvert tous les secteurs de 2000 de mémoire pour Yellington, c'est de 2001 à 2014 sur la base de données des textes officiels chinoises fournis par une université chinoise qui, hélas, a arrêté de fournir ces données-là. Il existe d'autres bases. Alors là, je suis forcément un peu jugé parti, mais mon autre institut, le MERIX, a une autre base qui a agrégé en scrapant sur Internet de manière automatisée l'ensemble des textes officiels au niveau national et provinciaux chinois, ainsi que l'ensemble des publications de propagande officielle, donc le quotidien du peuple et Tioche, dont je ne connais pas la traduction en français, mais qui est il y en a un, c'est le quotidien, l'autre c'est le mensuel plus intellectuel, et qui justement sur cette base-là nous a permis, par exemple nous en interne, de faire ces travaux, d'essayer de travaux de suivi sur les éventuelles ruptures et évolutions de ces priorités industrielles en Chine. J'en avais d'ailleurs justement un exemple dans mes annexes. Et comme j'ai arrêté, je vais vous montrer ça d'ailleurs, tiens quand même. Voilà, je pense qu'on a le temps de prendre une deuxième question, le temps que je cherche à vous présenter. D'accord. Alors, l'enjeu euh, de ces subventions, un des enjeux de ces subventions importants, ce sont les négociations commerciales et les procédures anti-dumping. Et donc, euh, la question est de savoir est-ce que l'Union européenne utilise ces méthodologies pour évaluer les subventions dans le cadre des relations commerciales et plus largement dans le cadre de ce qui est convenu à nouveau d'appeler la politique industrielle, notamment dans le domaine de l'industrie automobile. Alors, il y a une forme de reconnaissance, en tout cas de partage du constat
par les autorités européennes, très concret, sur la difficulté donc à identifier ces subventions chinoises, avec le changement de méthodologie opéré à partir de 2017 dans le traitement de la Chine dans les outils de défense commerciale de l'Union européenne, et le fait que maintenant, de manière structurelle, systématiquement, la Chine est traitée comme n'étant pas une économie de marché, ce qui, juridiquement, dans le cadre de l'utilisation des outils de défense commerciaux, ouvre la possibilité, euh, non pas à une identification précise de la chaîne de causalité entre l'intention politique, la subvention et la distorsion de marché et les dommages causés aux industries européennes, mais qui permet de faire une approche euh, en creux, qui en gros part d'un prix de référence qui est un pays de référence tiers qui a des caractéristiques sectorielles similaires à la Chine sur le secteur couvert. En général, c'est souvent la Chine d'ailleurs, c'est souvent la Turquie ou l'Inde en fonction ou le Vietnam en fonction des secteurs. Et à partir de ce prix de référence, on constate le prix chinois et on décide, selon la méthodologie, que la quasi-totalité du delta entre les deux s'apparente à une distorsion et donc à une distorsion de Pékin en faveur de sa production. C'est un peu complexe ces discussions sur les TDI, c'est un peu technique, mais juste pour résumer, euh, ce que fait concrètement maintenant la Commission depuis maintenant 5 ans, c'est que dès qu'elle ouvre une enquête, elle établit une présence j'ai les termes en anglais qui me viennent, mais une présence pervasive, donc une présence dans tout le secteur permanente des autorités publiques, qui en fait établit que le secteur ne fonctionne pas tel qu'un secteur sous économie de marché. Et pour ça, le plus souvent, ce qu'elle fait valoir, ce sont les déclarations d'intention des officiels chinois, les déclarations de bon respect de ces intentions par les opérateurs de marché et les entreprises chinoises, et notamment leurs leaders, et les éléments de preuve de l'ingérence du Parti communiste dans ces entreprises, que ce soit au titre des cellules du parti que j'ai évoqué précédemment ou au titre de l'appartenance au Parti communiste des éventuels membres de la direction de ces entreprises. Et une fois qu'elle a établi cette présence de l'État rendant inopérants les fonctionnements de marché, elle prend une autre économie de référence et donc elle calcule ce delta comme étant forcément une distorsion de concurrence. Ce qui revient un peu en creux à reconnaître qu'on n'arrive pas, dans le cadre d'une économie avec une présence de l'État aussi importante, à clairement identifier, tel que normalement, d'ailleurs on est obligé de le faire juridiquement, de clairement identifier cette chaîne causale entre l'intention, la subvention et la distorsion. Euh, Merci. Tu peux peut-être revenir à ce que tu voulais dire sur les, la connaissance globale des subventions. Ah, alors, enfin, pour ma part, je pense qu'il y a des questions dans le chat aussi, sinon, qu'on peut éventuellement prendre. Euh, ah, il y en a une nouvelle, mais Ah, pardon, oui, en effet, c'était la première que tu avais posée, autant pour moi. Euh, Parce que je vois pas forcément très bien à quoi tu fais référence dans ta question, telle bah, que posée. juste les slides que tu cherchais, que Ah non, non, la seule que je cherchais, c'était celle-là, c'était pour vous illustrer ce qu'on peut éventuellement... pardon, oui, en effet, c'est très clair. Euh, c'est celle-ci, juste pour vous illustrer ici, ce qu'on a voulu mesurer, c'était l'importance nouvelle donc, de cette nouvelle approche de toute la société, qui est l'une des utilisations qu'on peut faire de ces bases qui répertorient donc tous les discours officiels chinois. Et ici, en plus, par exemple, on vous a illustré ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi catégoriser ces mentions en fonction du type d'émetteur. Et donc, on peut reconnaître, on peut chercher à exclure ou pas les différents documents, enfin certains acteurs, ou les prendre en compte en fonction de nos ambitions ou de notre méthodologie d'approche. Et cela, par exemple, est tout à fait reproductible. On l'a aussi fait dans un autre rapport qui, hélas, n'est pas public, euh, pour les secteurs. Et donc, on l'a fait notamment pour le secteur des produits médicaux, et on voit très nettement apparaître au cours du temps de manière beaucoup plus intense, la mention de ces secteurs, aussi bien dans les discours des principaux leaders, notamment Xi Jinping,
et ou le Premier ministre, aussi bien dans les discours que dans la propagande, que dans les régulations telles que publiées par les autorités chinoises. Et c'est je pense, cette approche-là qui ouvre la possibilité donc de ces approches de rang 3, donc moins parfaites d'un point de vue théorique, mais qui me semblent plus faciles à rendre opérationnelles pour les acteurs qui veulent effectivement, concrètement, mobiliser ce savoir sur comment s'allouent les ambitions industrielles de Pékin et essayer soit d'en faire des articles de recherche, soit pour éclairer la décision publique. Dans un article du Financial Times cette semaine, était mentionné une entreprise chinoise qui subventionnait chaque automobile jusqu'à 35 000 $ par véhicule. Euh, Est-ce que tu as des éléments particuliers sur ce secteur devenu extrêmement sensible? Alors, dans ce secteur très sensible, je pense que c'est une bonne illustration de la difficulté qu'on a à saisir les subventions chinoises. À ma connaissance, et pour avoir cherché, je vous mets au défi de trouver un chiffre qui fasse consensus sur l'ampleur des subventions qui ont été apportées par les autorités de Pékin à ce secteur. Largement parce qu'en effet, on a du mal euh, à bien quantifier et à bien identifier l'ensemble des canaux de soutien. Et par exemple, dans l'article auquel tu fais référence, je pense que le point qu'ils mettent en exergue, c'est que pendant très longtemps, l'un des gros canaux de soutien à ce secteur a été par la demande. Donc, on a soutenu, comme on peut le faire chez nous, la demande des ménages et des entreprises en véhicules électriques. Sauf que cette demande était conditionnée à un certain type de batterie qui, elle-même, en fait, quand on regardait concrètement le détail des entreprises qui étaient éligibles à cette subvention, était uniquement chinoise. C'était jusqu'à 2020, si ma mémoire est bonne. Cela n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, il est assez clair qu'il y a eu une ambition de soutien au développement des acteurs nationaux via les subventions à la demande. Maintenant, comment on arrive à mesurer et à créer une équivalence pour dire, voilà, ce soutien-là équivaut à tant par rapport à un fonctionnement normal de marché, c'est extrêmement délicat et c'est pour ça que vous n'avez pas de chiffres consensuels qui permettent exactement cette évaluation. Je tiens d'ailleurs à préciser que dans l'approche chinoise, c'était une discrimination strictement sur la base nationale et sans critères établis clairs. Et c'est en cela d'ailleurs que ça se distingue de l'approche que les autorités françaises sont en train d'essayer de mettre en place sur d'ailleurs nos subventions à l'achat des véhicules électriques des années à venir. Très bien. Mais écoute, un très grand merci pour ces éclairages sur un domaine qui est particulièrement difficile à appréhender et euh, essentiel pour la compréhension des échanges internationaux. Euh, Nous organiserons une nouvelle séance du club du CEPI la semaine prochaine sur un thème voisin qui est celui de la dépendance économique sur lequel d'autres collègues ont également travaillé et ont publié une étude récemment. Merci beaucoup à toutes et à tous et je vous souhaite aussi un très bon appétit. Et merci à François. Bonne journée. Au revoir.